Bonjour, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver puisque l'année dernière nous avions fait une promenade sous une douche où on avait dû tous se réfugier à l'intérieur. J'avais parlé de Paris dans la littérature. Paris et les poètes. Et aujourd'hui je vous parlerai de Colette et de Paris. Je me concentrerai autour de Colette, qui a vécu longtemps à Paris. Et en vérité, le premier logement de Colette à Paris, il est juste là. C'était 55 quai des Grands Augustins. On vient de le quitter, hein, c'était de ce côté-là de la Seine. En fait, quand elle est arrivée à Paris en 1893, elle venait d'épouser Villy, Henri Gauthier-Villard. Et ils ont logé d'abord dans ce qui était la garçonnière de Villy, ce que Colette appelle dans mes apprentissages un appartement impudique, puisque c'était là que Villy avait reçu beaucoup de jeunes femmes avant Colette. Et elle raconte aussi dans mes apprentissages que on va voir le 50. Donc c'est le premier logement de Colette, jeune fille, après son mariage en 1893. C'est donc le 55, pour ceux qui sont un peu parisiens. C'est l'immeuble qui est juste avant ce qui était le siège de la RATP pendant très longtemps, qui était l'immeuble 55, donc quai des Grands Augustins. Pour commencer, devant le premier bâtiment où Colette a habité à Paris, qui est donc la RATP, c'est ce bâtiment-là, hein, aujourd'hui un hôtel. C'était l'immeuble qui suivait. Le premier mari de Colette était le fils d'un polytechnicien qui était devenu le premier éditeur scientifique français. Le bâtiment, l'appartement impudique, c'était tout en haut. Et Colette raconte qu'ils traversaient la Seine pour aller prendre leur petit déjeuner dans une crèmerie qui était à côté devant la Belle Jardinière. Alors certains d'entre vous se souviennent que la Belle Jardinière était là, juste en face de la Samaritaine. Bon, je m'en souviens, je crois que c'est là qu'on m'a acheté ma première veste quand j'avais 12 ans. La Belle Jardinière qui était là. Vous savez, quand on se promène dans Paris et que l'on vit depuis longtemps à Paris, c'est vraiment se promener dans ses souvenirs. Hein. C'est l'expérience de Baudelaire dans Le Cygne. Et donc se promener avec Colette, c'est retrouver tous ses souvenirs de Paris. Donc on est entre son premier logement et là où elle prenait son café. Mais comme nous le savons, elle était très attachée à la province et elle est née, c'est une provinciale, hein, elle a toujours gardé l'accent qui était celui de sa Bourgogne natale, hein, le pouilloudin. Elle a véritablement, même probablement conservé cet accent de manière un peu artificielle, puisque c'était son charme. Elle a fait l'effort de le garder. Mais elle est toujours restée attachée à la province. C'était une femme du terroir. Mais très vite, lorsqu'elle s'est mariée en 1893, elle avait juste 20 ans, avec un homme qui était assez nettement plus âgé, qui avait une quinzaine d'années de plus. Elle est devenue ce que Francis James appelait une légende parisienne, au sens où elle fréquentait les salons, les théâtres, les concerts. Elle était pleinement engagée dans la vie parisienne et dans la vie bohème, puisque Willy était un critique musical et qu'il était véritablement un bohème. Alors, donc, lorsqu'elle arrive à Paris, elle habite ici pendant quelques semaines, dans ce qui était la garçonnière de Villy, prenant son café à côté de la Belle Jardinière. Ensuite, elle habite rue Jacob. Donc,
sur la rive gauche, hein, pas loin d'ici non plus. Rue Jacob, elle habite entre la rue Bonaparte, juste après la rue Bonaparte. Hein. C'était un appartement où, dit-elle, elle a été malheureuse, hein, où elle a passé 3 années à attendre cet homme qui a été infidèle des premiers jours du mariage. Et c'était une vie, pour cette toute jeune femme, elle s'en plaint beaucoup par la suite, hein, dans mes apprentissages, quand elle se venge de ce qu'elle a vécu avec Willy. Mais dans cet appartement du 28 rue Jacob, qui était entre 2 cours, et qui en vérité devait être pas si mal que cela, puisqu'il avait une vue, comme beaucoup de ces appartements du 6e et du 7e, sur des jardins intérieurs. Et c'est là qu'elle a écrit Claudine à l'école. Donc le premier livre de Colette, mais qui est signé Willy. Son nom n'apparaît pas. Et Claudine à l'école, c'est le récit donc de son enfance à Saint-Sauveur, qui devient Montigny dans le roman. Et c'est un livre qui a fait scandale lorsqu'il a été publié. Bon, il a fait scandale, je dirais, pour 2 raisons. Un, par la manière dont il traitait l'école laïque, l'école républicaine. Il est publié en 1900, donc à un grand moment de la Troisième République. Et c'est une critique de l'école laïque. Et d'autre part, Willy y avait ajouté une série de scènes d'amour entre jeunes filles. Donc il y avait un scandale à la fois dans cette mise en cause de l'école laïque et dans les épisodes qui évoquaient Lesbos. Mais n'oublions pas que le 2e volume, devant le succès du premier volume, Willy a fait écrire à Colette un second volume qui s'appelle Colette à Paris. Alors là, on est en train d'aller En fait, ils ont fait le contraire. Hein. Vers l'Est, on va vers l'Est. Peut-être que c'est l'occasion de dire que Colette est une femme de l'Ouest parisien. Hein. Il y a toujours cette grande fracture à Paris entre rive gauche et rive droite, et cette grande fracture entre l'Est et l'Ouest de Paris. Là, je vous ai dit, Colette, d'abord, elle a débarqué de sa Bourgogne natale. Elle a d'abord vécu sur la rive gauche, hein, quai des Grands-Augustins, et puis rue Jacob. Mais en vérité, Colette n'a jamais été une femme de la rive gauche. Hein. C'est une femme de la rive droite, et dès qu'elle a pu, avec Willy, ils sont partis, on aura l'occasion de dire quand on ira vers l'ouest, ils sont partis vers les beaux quartiers. Hein. C'est les beaux quartiers d'Aragon. Hein. C'est vers l'ouest. Colette est une femme de la Plaine Monceau, d'Auteuil, de Passy, et puis enfin du Palais Royal. Alors là, on fait demi-tour avant les quartiers où Colette ne s'est jamais aventurée. Hein. Donc c'est assez bienvenu, et on va revenir vers des quartiers qu'elle a fréquentés. Donc je disais, elle habitait rue Jacob pendant 3 ans. C'est là qu'elle a écrit Les Claudines, hein, Les Claudines, mais sans les signer, puisque c'était publié par l'atelier. Willy avait un atelier, il faisait travailler beaucoup de... On n'a plus tellement de noms en français pour désigner le terme. Colette utilisait familièrement un mot qu'il est devenu difficile d'utiliser pour désigner l'atelier de Willy, les membres de l'atelier de Willy. Et ce livre a eu un succès immédiat, ce qui leur a rapporté beaucoup d'argent, et ce qui leur a permis de quitter la rive gauche pour la rive droite. Et lorsqu'ils ont quitté la rue Jacob, ils sont allés s'installer rue de Courcelles. Rue de Courcelles,
Vous voyez, c'est l'adresse de Proust également. Hein. Les parents de Proust habitent rue de Courcelles à la fin de leur vie. On rejoint ces beaux quartiers de la plaine Monceau. Et pendant toute la vie commune de Colette et de Willy, ils ont habité dans 2 appartements successifs de la rue de Courcelles. Le premier qui était l'un de ces ateliers de peintres. Il y a beaucoup d'ateliers de peintres dans ce Paris haussmannien. Quand on se promène dans le Paris haussmannien, on voit très souvent ces ateliers qui sont au 5e ou 6e, très difficiles à chauffer l'hiver et très difficiles à supporter l'été à cause de la chaleur, et dont Colette se plaint beaucoup. Et ensuite, ils se sont déplacés un peu plus loin vers les boulevards extérieurs. Et là, Colette a pu avoir un atelier pour faire de la gymnastique. J'en profite pour vous lire la citation de Colette sur ce quartier. Elle disait « Une crèmerie modeste entre toutes, où les emballeurs bleus de la belle jardinière se sustentaient comme nous d'un croissant trempé dans du chocolat mauve. » Alors, vous avez les emballeurs bleus. Hein, bleu, c'est la couleur de Colette. Hein. Colette écrivait toujours sur du papier bleu. Et vous avez entendu que Colette boit du chocolat. Elle boit toujours du chocolat le matin. Et j'ajouterais pas n'importe quel chocolat, puisque là, c'était le chocolat d'une modeste crèmerie. Mais par la suite, c'est toujours du chocolat de chez Hédiard. Hein. Hédiard, place de la Madeleine. Hein. Et quand on lit la correspondance de... Là, ça c'est le Paris de Colette. Il faudrait faire un itinéraire gourmand du Paris de Colette et s'arrêter au magasin. Hédiard, je crois, est fermé maintenant. Je ne sais pas si c'est définitivement fermé, mais je crois malheureusement, hein, tous ces quartiers changent. Alors c'est très intéressant quand on regarde la correspondance de Colette avec sa mère, Sido. Sido lui réclame toujours, qui est retiré dans son petit village de Châtillon, elle réclame à sa fille, dans toutes ses lettres, régulièrement dans ses lettres, de lui envoyer du chocolat de chez Hédiard, puisque seul le chocolat de chez Hédiard est bon à cette époque. Colette, je disais, s'est mariée en 1893, elle est née en 73, elle avait donc 20 ans. Et ils se sont séparés en 1906, Colette et Henri Gauthier-Villard, Willy, et le divorce s'est prononcé seulement en 1910. Donc la séparation de Colette et de Willy, ils prennent des appartements séparés, mais pendant un certain temps, Colette se vengera de Willy dans les apprentissages, elle sera très sévère avec lui, mais pendant un certain temps, elle pensait pouvoir reconstituer une sorte de ménage à 3. Et bon, c'était un couple moderne, hein, Colette et Willy. Et ce qui sera la rupture définitive, c'est l'année 1909 entre Colette et Willy, quand elle découvre qu'il a vendu les Claudines. En 1909, elle découvre que Willy, qui était un joueur invétéré, a vendu à Ollendorf, l'éditeur, définitivement les Claudines pour de l'argent, parce qu'il avait des dettes de jeu à rembourser. Son nom n'était pas sur les livres, elle n'avait jamais été mêlée au contrat, et donc elle découvre en 1909 que Willy avait tout vendu. Et alors là, c'est à ce moment-là que la rupture est définitive et qu'elle a un ressentiment profond. Nous allons aller vers les quartiers qu'elle a toujours fréquentés par la suite. Donc, alors, je disais, en 1906, Colette quitte l'appartement conjugal, hein, le couple se défait, et à ce moment-là, Colette va s'installer, alors c'est une période intéressante, elle s'installe dans des rez-de-chaussée. Des rez-de-chaussée
qu'est-ce que c'est que les rez-de-chaussée à Paris? Les rez-de-chaussée, ce sont des garçonnières. Hein. C'est à ça que servaient les rez-de-chaussée traditionnellement des immeubles. C'est là où les hommes donnaient des rendez-vous. Et elle s'installe dans un rez-de-chaussée qui est situé... Aujourd'hui, c'est la rue Paul Valéry. C'est une rue qui part de l'avenue Bugeaud et qui va vers l'avenue Foch. C'est entre les deux. Et dans un immeuble qui donne à la fois, c'est l'avenue du Bois et sur l'avenue Bugeaud. Et pourquoi s'installe-t-elle dans ce quartier, près de la place Victor Hugo? Elle s'installe là parce que sa compagne, Missy, qui est la marquise de Morny, Mathilde de Morny, la femme avec qui elle entretient une relation, habite juste à côté. Et donc ces appartements sont des appartements, ces garçonnières de Colette à l'époque sont des appartements dans lesquels elle a peu investi, qui étaient au fond une adresse plutôt qu'autre chose. Et c'est l'époque où Colette commence à devenir une carrière de pantomime et fait notamment un certain nombre de tournées. Donc c'est l'époque de théâtre, de la femme de théâtre. C'est l'époque où elle écrit La Vagabonde. C'est l'envers du music-hall. Alors c'est le monde du music-hall. Alors là c'est un autre monde parisien, parce que j'ai évoqué les endroits où Colette habite, c'est-à-dire l'Ouest, mais le monde du music-hall, c'est au fond c'est le monde qui va de la place Clichy, place de Clichy à la place Blanche jusqu'à Barbès. Cela dit, les plus grands succès de Colette ont été au Bataclan, de mémoire malheureuse pour nous aujourd'hui. Donc j'exagérais tout de même en disant tout à l'heure qu'elle n'était pas allée jusqu'à la République, si, un peu plus loin, mais probablement pas jusqu'à la Nation. En tout cas, il y a là un autre monde de Colette dont on doit tenir compte, ce monde parisien du music-hall. Et ça conduit là aussi à un quartier qui est assez présent dans son œuvre, mais où elle n'a pas habité, c'est le quartier des Batignolles, puisque toutes les petites comédiennes, danseuses qu'elle fréquente au music-hall et qui ont des maigres moyens habitent dans le quartier des Batignolles. C'est cette belle citation de Colette que j'aimerais vous faire, où elle parle de l'aménité modeste du charme batignolais. Le charme batignolais, c'est celui de sa garçonnière du rond-point Bugeaud. Donc elle l'assimile au Batignolles dans la modestie du quartier. Ensuite, elle a habité au Terne, parce que l'immeuble de l'avenue Bugeaud, de la rue, aujourd'hui rue Paul Valéry, a été détruit pour laisser la place à un immeuble plus moderne. Et elle s'est déplacée au Terne. Et là aussi, c'était dans une garçonnière, c'est-à-dire un studio, un rez-de-chaussée. Un rez-de-chaussée avec une... Alors c'est ça l'intérêt des garçonnières, c'est qu'il y a une porte qui donne directement sur la rue. Donc ça permet d'entrer et de sortir plus discrètement, sans avoir à tirer le cordon de la concierge. Et alors là, elle décrit, qu'est-ce qu'elle décrit elle décrit les Ternes comme une zone intermédiaire, pérérienne autant que ternoise. Pérérienne autant que ternoise, entre la place Pereire et les Ternes. Les citations que je vous fais là, ces quelques citations, elles viennent d'un livre de Colette qui s'appelle 369. Je vois que vous l'avez là, en livre de poche. Il est publié, c'est un petit texte qui est publié avec Bella Vista en livre de poche, 369, et c'est le nombre de ses déménagements. En vérité, Colette
a vécu donc à Paris de 1893 à 1953, sa mort, jusqu'à 54. Donc elle a vécu 60 ans à Paris et elle a dû faire quelque chose comme 13 ou 14 déménagements. Donc elle a déménagé, j'en ai déjà raconté quelques-uns, elle a connu beaucoup de déménagements à Paris, et 369, c'est un livre qu'elle a publié pendant la guerre, c'est écrit en 42, sous l'occupation, tandis qu'elle habite au Palais Royal, et à ce moment-là, elle raconte tous ces déménagements. Il faut aussi parler de la Tour Eiffel avec Colette, puisque Colette, j'ai dit, c'est une paysanne. Elle a été élevée à Saint-Sauveur, enfin une fausse paysanne. Ce sont des bourgeois de cette petite ville que je recommande d'aller visiter. La maison de Colette est très intéressante à voir. Mais n'oublions pas que sa mère était née à Paris. Sido était née à Paris, mais elle avait été aussitôt... Sa mère était morte en couche, et elle avait été aussitôt envoyée en nourrice en Bourgogne. Et c'est pour ça que Sido était familière de cette Bourgogne. Donc c'est une fausse parisienne, Sido. Dans l'éducation de Colette, il y a la méfiance de Paris. En vérité, il n'y a pas de vrais Parisiens, ou très peu de vrais Parisiens. Il n'y a que des provinciaux qui finissent à Paris. Colette, donc petite fille, elle est venue quand même assez souvent à Paris. Elle est née en 1873 et selon ses biographes, elle est venue à Paris en 1879, donc à l'âge de 6 ans, en 1884 à 11 ans et à l'âge de 1889, pourquoi? Pour voir la Tour Eiffel. Et n'oublions pas que Colette a donc vu la Tour Eiffel à sa naissance, alors que nous l'avons vue évidemment bien plus tard. Et quand elle venait à Paris, eh bien, où logeait-elle? Vous savez que le père de Colette était un officier qui avait fait Saint-Cyr et qui avait perdu une jambe à la bataille de Marignan, Melignano, bataille pour l'indépendance italienne. Et c'est comme ça qu'il était devenu percepteur à Saint-Sauveur et qu'il avait rencontré la mère de Colette. Et lorsqu'il venait à Paris, il logeait à l'Alma, chez la veuve d'un général qui était un camarade de promotion du père de Colette, Jules Colette. Donc c'était vers le quartier de l'Alma, vers ici, que Colette a connu, c'est le premier Paris qu'elle a connu enfant, avant son mariage. Donc elle s'est déplacée au Terme, toujours dans une garçonnière. Ça, c'est l'époque donc de son activité de théâtre, de danse. C'est ce qu'elle raconte dans le livre qui s'appelle La Vagabonde, ou l'envers du music-hall. C'est pourquoi j'évoquais tout ce quartier du music-hall qui est un peu différent. Et puis, ensuite, Colette rencontre Henri de Jouvenel. Henri de Jouvenel qui sera donc son second mari. Et elle quitte assez brutalement la pauvre Missy, qui avait été très généreuse avec elle pendant les années de leur liaison, qui lui avait notamment acheté la maison de Roosevelt en Bretagne, qu'elle gardera, et qui l'accompagnait dans ses tournées. Elle la quitte assez brusquement pour Henri de Jouvenel. Henri de Jouvenel est un très bel homme, c'est un animal politique, c'est le rédacteur en chef du Matin, un journal qui tire à ce moment-là près d'1 million d'exemplaires. Henri de Jouvenel, c'est l'homme dont on dit qu'il fait et défait les ministères. Il se trouve qu'à Passy et à Auteuil, au 19e siècle,
Passy-Auteuil, c'était encore des villages au XIXe siècle, avant l'osmanisation. Il y avait beaucoup de chalets suisses. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans des chalets suisses. Ça avait été à la mode à un moment de construire des chalets suisses à Passy et à Auteuil. Par exemple, le grand critique Jules Janin a habité à Auteuil dans un chalet suisse. Pas loin de là où Proust est né, rue La Fontaine. On était encore dans des villages. Et donc, elle s'installe dans ce chalet suisse où, on sait ça, c'est en 1910-1911, et elle y restera jusqu'en 1916, pendant la guerre. Alors, un chalet suisse qui a été construit probablement sous la monarchie de Juillet, en 1916, il tombe en ruine. Et un jour où Colette rentre chez elle, après un orage, pendant la guerre, elle ouvre la porte de la salle de bain et il n'y a plus de salle de bain. La salle de bain est tombée dans le jardin. Il y a tout un pan de la maison qui s'est effondré dans le jardin. Le chalet suisse avait eu le temps de pourrir depuis des années. Et à ce moment-là, elle va s'installer dans elle cherche en 1916 un logement. Elle s'installe boulevard Suchet. Alors, boulevard Suchet, c'est les boulevards extérieurs. On arrive à la frontière de Paris. Alors là aussi, il faut se rappeler ce qu'était Paris à ce moment-là. Il y avait les fortifs. J'ai dit Colette n'a pas connu l'Est de Paris, la Nation, les quartiers populaires, mais elle a connu les fortifs. Les fortifs, c'était là où on a le périphérique maintenant. Les fortifs, c'était certainement beaucoup plus charmant. C'était la zone. Vous savez, la zone, c'était la zone non edificandi, où on n'avait pas le droit de construire. C'est la ceinture de Paris, la ceinture des fortifications de Thiers. Et les fortifications étaient tombées en ruine, mais il y avait là une zone de terrain vague, une ceinture de terrain vague autour de Paris, où on allait beaucoup se promener. Paul Léotot accusait Colette de cruauté envers les animaux. Colette, qui a tant aimé les chats et les chiens, il l'accusait de cruauté parce que quand ces animaux mouraient, elle allait juste les jeter dans les fortifs. Elle n'avait pas grande sentimentalité. Mais là, on voit que c'était une femme de la campagne. Élevée à la campagne, il n'y avait pas la sentimentalité d'une Parisienne avec les chats et les chiens. Lorsqu'ils mouraient, on les jetait. Et c'était pas du tout, contrairement à ce qu'ont dit certains, comme Léotot ou Cocteau, c'était pas du tout le signe de sa cruauté, et bien de ses origines campagnardes. Donc elle habite près des fortifs. Colette a donc vécu là jusqu'au moment de sa séparation avec son second mari, Henri de Joumel. Alors là, pourquoi s'est-elle séparée de lui? Elle s'est séparée de lui en 1923. Donc elle a vécu rue Cortambert, boulevard Suchet, de 1911 à 1923. C'est l'époque du mariage avec Henri de Joumel. Bon, elle s'est séparée de Henri de Joumel. Bon, lui, comme Henri Gauthier-Villars, c'était un don Juan. Ses infidélités étaient nombreuses, mais ce qui a probablement provoqué leur séparation définitive, c'est la liaison que Colette a eue avec son fils, Bertrand de Jouvenel, qui était encore un adolescent, qui avait 16-17 ans, et dont elle a fait l'éducation sentimentale. Donc Chéri est écrit avant la liaison de Colette avec Bertrand de Jouvenel, et le livre qui s'en inspire, c'est Le blé en herbe. Mais à ce moment-là, donc, elle quitte le boulevard Suchet et leur vie en commun. Et à ce moment-là, elle s'installe. Je crois qu'elle s'installe à peu près directement. C'est son premier logement au Palais Royal. Il y a peut-être eu un séjour dans un hôtel. Ah oui, à l'hôtel Meurice, quelque temps entre les deux. Puis elle s'installe dans un entresol de la 9 rue du Beaujolais, donc du côté nord du Palais Royal, avec
une vue sur le Palais Royal. Alors si vous avez à l'esprit ce qu'est le Palais Royal, vous voyez que l'entresol, ce sont des vitres qui sont sous la galerie. Donc Colette appelle ce logement un tunnel, un tiroir. C'est une vie à la lumière électrique 24 heures sur 24. Et elle habite dans ce logement, dans cet entresol pendant 3 ou 4 ans. Alors c'est un endroit de rêve parce qu'on a cette vue sur le Palais Royal, mais enfin c'est encore pire que les rez-de-chaussée de ces garçonnières. Et au bout de 4 ans, à cause de ses bronchites chroniques, son médecin l'oblige à quitter le Palais Royal. Elle le quitte à cause de ses bronchites. Et à ce moment-là, elle s'installe Champs-Élysées, où est de nouveau un beau quartier, tout en haut de l'hôtel Claridge. Et alors là, c'est un moment de grand bonheur. Colette dit dans ses livres, un écrivain ne travaille bien qu'à l'hôtel. Et elle a 2 chambres ou 3 chambres sous les toits qui sont réunies. Donc il n'y a pas de cuisine, on se fait monter les plats de l'hôtel. Et elle y vit quelques années. Alors, vous voyez, c'est tout le contraire de la garçonnière en rez-de-chaussée. On est dans les cieux, comme sur un paquebot sur les Champs-Élysées. On a tout le ciel de Paris, on voit du Claridge, de ses fenêtres, on voit la Tour Eiffel, enfin on voit tout Paris, on voit l'Arc de Triomphe, on voit la Concorde, on voit tout. Et ce sont des années d'assez grand bonheur, que cette vie à l'hôtel, et ces années 20, cette seconde moitié des années 20, c'est l'une des années les plus importantes pour l'œuvre de Colette. On a parlé de ses livres, Le blé en herbe, les plus grands livres de Colette, date de ce moment-là, La maison de Claudine, Sido, Chéri, La fin de Chéri, tout ça, tous ces grands livres sont de cette période. Malheureusement, elle doit quitter le Claridge parce que le Claridge fait faillite. C'est une conséquence de la crise de 29 et de prêts qui ne peuvent pas être remboursés. Que fait-elle? Elle traverse les Champs-Élysées et elle loge là aussi tout en haut du Marignan. Vous connaissez le Marignan? Je ne sais pas, il y a encore le cinéma? Ça existe toujours? Quand j'étais à l'école primaire, la distribution des prix avait lieu au cinéma du Marignan. Je ne sais pas si j'y suis allé depuis, mais si, j'y suis allé voir les films de Cap et d'Épée. Lorsque j'étais enfant, on allait là, au Marignan. Mais elle a logé au Marignan pendant quelques années. Alors il faut penser que l'immeuble était neuf quand elle y a logé. Et alors c'était très beau, évidemment, d'habiter là, mais elle, dans ses livres, elle mène une grande campagne contre la construction moderne parce que cet appartement était plein de fuites, de courants d'air, rien ne marchait. C'était tout en haut, la terrasse du Marignan, et apparemment c'était une construction de très médiocre qualité. Et Colette s'en plaint amèrement de cette construction et elle donne un entretien que je vais vous lire, dans Paris Midi, et elle parle, ça s'est intitulé « Les déménagements de Colette ». Et elle dit qu'elle est maniaque des déménagements, c'est une obsession des déménagements. Elle dit qu'elle est une casanière errante. Colette est une casanière, elle aime son chez-soi, mais vous voyez, elle n'a cessé d'errer. Et alors elle dit qu'elle a dû quitter le toit du Claridge pour la rue Marignan, et qu'elle doit encore bouger. Elle raconte ces quelques déménagements et qu'est-ce qui est arrivé. Et elle dit, j'ai habité Palais Royal, c'est ça qui était le mieux, et là j'ai attendu 4 ans à guetter. Je suis resté là 4 ans à guetter un appartement du premier étage sur le Palais Royal que je désirais vivement. Au bout de la 4e bronchite, mon médecin m'a enjoint de m'en aller.
Eh bien, qu'est-ce qui s'est trouvé? C'est que le locataire de l'appartement qui était au-dessus de son entresol a lu cet entretien et lui a cédé son appartement en 1938. Alors je voudrais dire que cet article est intéressant parce que l'auteur de cet entretien avec Colette, les déménagements, il s'appelle André Arnivelde. André Arnivelde, il a aussi publié en 1913 le premier entretien avec Proust après Du côté de chez Swann. C'est le pseudonyme d'un journaliste qui s'appelait André Lévy. Et par une coïncidence intéressante et curieuse, il a été pris dans la grande rafle des notables le 12 décembre 1941 avec le troisième mari de Colette, Maurice Goudquet. Colette a donc passé la guerre et l'occupation au Palais Royal, puisqu'elle est revenue là, puisque cet homme, qui s'appelait Quinson, qui était le directeur du théâtre du Palais Royal. Vous voyez ce théâtre, c'est celui qui fait le coin nord-ouest du jardin. Et comment ? Rue de Montpensier. Donc c'est lui qui lui a cédé son appartement. Colette s'y est installée en 1938. C'est donc son dernier appartement parisien où elle restera jusqu'à sa mort. Et alors, vous voyez que cette errante casanière, elle n'a plus bougé de 38 à 54, non seulement parce qu'il y a eu la guerre, l'occupation, mais aussi parce qu'elle a beaucoup souffert de la hanche et d'arthrose, et donc elle était devenue tout à fait invalide, et qu'elle était sur ce qu'elle appelait son divan radeau devant ses fenêtres qui donnaient sur le Palais Royal. C'est là qu'elle a vécu ces dernières années et écrit ses derniers livres. Colette était donc, vous voyez, une véritable Parisienne. Et elle avait comme pour ami Fargue, le piéton de Paris. Et elle a fait des promenades avec lui, notamment elle a fait une promenade à Ménilmontant. Et lorsqu'elle est allée à Ménilmontant, vraiment c'était un autre monde pour elle. Lorsqu'elle est allée à Ménilmontant, elle a dit que ça ressemblait à Saint-Sauveur. Son village natal, c'était la campagne, il y avait l'odeur des étables. Bon, maintenant, je ne pense plus qu'on trouve cette odeur des étables à Ménilmontant, mais c'était vraiment un autre monde pour elle, Ménilmontant. Elle était c'était une piétonne de Paris pendant longtemps. J'ai dit que c'était plutôt une piétonne de la rive droite et de l'ouest que de la rive gauche et de l'est. Il faut sans doute aussi dire que c'était une femme qui connaissait bien le Paris nocturne. Je l'ai dit, c'est pas seulement le Paris des beaux quartiers. À un moment, lorsqu'ils sont installés avec Willy rue de Courcelles, dans ses appartements assez conventionnels de ce quartier, elle parle de menace bourgeoise. C'est beaucoup plus tard qu'elle parle de menace bourgeoise. Elle était donc sensible à cette menace bourgeoise sur son destin dans cette période. Et c'est à cette menace bourgeoise avec cette menace bourgeoise qu'elle a rompu en quittant ses deux maris successifs et en allant vers le troisième. N'oublions pas que Colette, pour une femme de cette génération et de cette époque, a eu une vie tout à fait libérée et assez extraordinaire. Lorsque Colette, oui, je peux ajouter, oui, encore, une rue que j'aurais dû évoquer, c'est la rue de Miromesnil, que l'on m'a interdit d'emprunter ce matin pour aller au Petit Palais, parce que dans Paris, on ne peut plus se promener librement dans Paris aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile. Et la perspective des élections, je crois, faisait qu'on ne pouvait pas approcher du tout de l'Élysée ce matin. Donc j'ai pas pu emprunter la rue de Miromesnil pour aller au Petit Palais par les trousses. Mais Colette a eu son magasin de cosmétiques, rue de Miromesnil, à un moment donné. Il faudrait donc parler de ce Paris by Night qui a été le sien. Ce Paris by Night, c'est celui des music-halls, c'est celui également des théâtres. N'oublions pas que Colette a été
pendant très longtemps une critique dramatique, que pendant les années 20 et les années 30, elle voyait 50 pièces par an, à peu près. 50 soirs de théâtre par an dont elle rendait compte, hein, c'est une grande journaliste. Et il y a aussi ce pari que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui des commerçants. Où se fournissait-elle? Il y avait tout cet itinéraire parisien, des salons de thé, des pâtisseries. N'oublions pas que Colette était une gourmande. Colette, dans les années 30, pesait 81 kilos. Et elle attribuait ce poids qu'elle avait pris à son alimentation solide, très riche. Hein. Elle n'aimait que les plats très riches. Elle était très hostile à ce qu'on appellerait la nouvelle cuisine. Aujourd'hui, ce qu'elle aimait, c'était les plats paysans. Et là aussi, je crois qu'il faut dire, c'est pas parisien. Ce qu'elle aimait à Paris, c'était la cuisine de province. Donc, Colette, oui, il n'y a pas plus parisien que Colette, hein, mais il ne faudrait pas garder cette fausse image. Elle est toujours restée profondément provinciale, et ce qu'elle aimait au Palais Royal, lorsqu'elle a abouti au Palais Royal et qu'elle y est restée si longtemps, c'était la dimension de village. Peut-être que je vais vous lire une citation d'elle du Palais Royal. Ce qu'elle aimait au Palais Royal, c'était que c'était tout près des Halles, qui ont malheureusement disparu, là aussi, mais dont nous nous souvenons. Évidemment, elle allait se fournir aux Halles. C'était tout près du Paris des Galeries. Et alors là, il faudrait ajouter, parce que au fond, Colette n'est pas... Vous savez que l'un des grands admirateurs de Colette, c'était Aragon. Il y a tout de même un rapport. On dirait que Colette et Aragon et le surréalisme n'a rien à voir. Mais si, Colette, elle hante dans ces années-là le même quartier que Breton dans Nadja ou que Aragon dans Le Paysan de Paris. C'est le Paris des Galeries. Et Colette adorait la galerie Vivienne, au-dessus du Palais Royal, et la galerie Véro-Doda. Donc c'est ce Paris des Galeries. Mais voilà ce qu'elle dit du Palais Royal. Je ne puis plus guère quitter ce coin de fenêtre au très beau milieu de Paris. Ce n'est que de là que j'ai vu Paris s'enfoncer dans la douleur, évoquant la guerre, hein, noircir de chagrin et d'humiliation, mais aussi se refuser chaque jour davantage. Elle décrit ce village du Palais Royal comme un lieu de résistance. J'aime à constater, à répéter que notre Palais Royal, même avant la guerre, était une petite province. Petite province. Ce qu'elle retrouve dans Paris, parée d'une aménité, d'une solidarité qui manque à la vraie province. Donc, dans la vraie province, ce qu'elle a connu à Saint-Sauveur, on regarde les voisins, on s'envie entre voisins. Le Paris du Palais Royal, ce Paris-Province, c'est un Paris où il y a seulement la solidarité et la résistance. Et elle rappelle que lorsque Maurice Boudequet, son troisième mari, est revenu du camp de Royalieu, après la rafle des notables, qu'a-t-il fait pendant le reste de la guerre? Il allait se cacher dans les chambres de bonne du Palais Royal, et il y avait toujours quelqu'un qui était prêt à l'accueillir. Il ne logeait plus dans l'appartement. Le soir, il montait dans une chambre de bonne. On peut terminer avec cette idée que c'est encore mieux que la province retrouvée à Paris, et avec cette idée qu'à Paris, au fond, tout le monde est provincial. J'ai dit, je crois qu'il n'y a pas de vrais Parisiens, quasi pas de vrais Parisiens.